du conseil municipal en ce 8 septembre. Sans plus tarder, je veux souligner que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral excusez-moi, et ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Maintenant, ayons la sérénité de pouvoir changer des choses que l'on peut et de connaître la différence. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde est en bonne voie dans les deux sens. Encore une fois, bienvenue. Alors, maintenant, j'appelle la réunion à l'ordre et nous allons procéder déjà à l'item 5, constatation du quorum qui est faite. Monsieur le maire, nous avons un quorum ce soir. Merci. Nous continuons avec l'item 6, déclaration de conflit d'intérêt. De conflit d'intérêt, excusez-moi, de conflit d'intérêt de la part des membres du conseil. Nous avons la conseillère Boutillier qui a peut-être un dossier. Alors. Oui, OK. Sur le point 11.2.1. 11.2. 11.2.1. Oui, OK. Je confirme. Merci. Alors, ça nous permet de continuer. De téléphone, et voilà. Et voilà. Alors, pas d'autres conflits d'intérêt de noter. Alors, si on peut avoir une adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des présentations, requêtes et pétitions, est-ce qu'on a des présentations ce soir, monsieur notre DG? Auparavant, la GRC est ici. Alors, le sergent Sylvette Hébert est ici. Alors, s'il y a une mise à jour et par la suite, si les membres du conseil auraient des questions, OK. C'est la période de le faire. Alors, merci. Et Madame Non? Hébert. Voilà. C'est ça, oui. Et voilà. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir les membres du conseil, et les employés de la ville et le public. Faire un petit retour sur la dernière réunion. Madame Godbout, vous aviez fait une demande pour un examen de vitesse dans la location sur la rue Fox Creek. On a reçu les résultats, puis en fait, ils ont confirmé des excès de vitesse dans la location. Alors, on a ouvert un dossier, puis il va y avoir des patrouilles plus concentrées à cet endroit-là. Pour le futur, si vous avez des demandes de la sorte, vous pouvez faire votre demande directement avec le département d'ingénierie, M. Paul Galland. M. Galland est en mesure de faire l'étude. Si il voit qu'il y a des problèmes, qu'il y a des excès de vitesse, il contacte la GRC, l'inspecteur White, puis de là, on va ouvrir un nouveau dossier. OK? Je vais commencer avec le groupe de la police communautaire. Comme vous le savez tous, le retour à l'école occupe bien ce groupe. Les patrouilles dans les zones scolaires ont débuté. Jusqu'à maintenant, rien de majeur n'a été rapporté. On rappelle aux mobilistes de conduire prudemment et à la vitesse indiquée, spécialement dans les zones scolaires. Ce même groupe de la police communautaire vont bientôt débuter leur mise à jour des plans d'action pour les situations d'urgence en milieu scolaire, les plans SAFE, dans toutes les écoles de nos communautés. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le plan SAFE, c'est une application informatique interne à la GRC. Il comprend une base de données de renseignements propre à chaque site afin d'aider les policiers de première ligne à intervenir en cas d'incident critique plus efficacement dans une école ou près d'une école. L'application contient des renseignements sur des écoles dans les territoires de compétence de la GRC et quelques écoles en dehors de ces territoires. On y trouve les renseignements suivants. Les emplacements des écoles et personnes à contacter,
les plans des étages et du site, des cartes et des vues aériennes, les points d'intérêt, alors options tactiques, zone d'étape, circulation, puis les procédures de confinement barricadées. Habituellement, les plans SAFE sont complétés par la fin septembre, mi-octobre. Le groupe de réduction de la criminalité sont également très occupés ces dernières semaines. Le 26 août, le groupe CREW a assisté le district du Sud-Est pendant une enquête en lien avec un complot pour se faire passer pour un policier. 23 chefs d'accusation ont été portés contre un homme de 58 ans de la région de Pointe-du-Chêne. Plusieurs items ont été saisis, dont des uniformes de police, une Ford Taurus, des radios, des lumières et une sirène de police, ainsi que d'autres articles. Nous voulons rappeler le public que si vous êtes témoin de personnes qui sont en possession de tels articles et qui ne sont clairement pas des policiers, cette information peut être rapportée à la police à fin d'enquête. Le 28 août, un gestionnaire du Canadian Tire de Riverview s'est représenté au détachement pour signaler un individu soupçonné d'avoir commis plusieurs vols à l'étalage au cours du dernier mois. Le suspect, alors non identifié, ciblait principalement des appareils de type Ninja Creamy. Grâce aux informations fournies, CREW a mis en place de la surveillance et une adresse d'intérêt permettant l'identification du suspect. Après plusieurs jours d'observation, des motifs suffisants ont été établis pour obtenir un mandat de perquisition à une résidence située sur la rue Anne à Moncton. Le 3 septembre, le mandat a été exécuté par l'unité CREW, menant à l'arrestation du suspect pour 4 vols à l'étalage et la saisie de plusieurs articles volés. Le suspect, sans antécédent criminel, a été remis en liberté sous conditions strictes. En collaboration avec des employés de d'autres commerces de la surface de Moncton, alors Dieppe, Riverview et Moncton, le suspect a été lié à une douzaine d'autres vols dans la région du Grand Moncton. Des enquêtes supplémentaires sont en cours et seront soumises à la couronne une fois la divulgation complétée. La section des enquêtes générales a également été très occupée ces derniers mois avec des enquêtes de haute priorité. Durant les petites heures du matin du 22 août 2025, un homme âgé de 23 ans, armé d'un couteau, est entré dans un commerce sur la rue Mountain. La GRC a rapidement arrivé sur les lieux et a procédé avec l'arrestation du suspect sans incident. Cet homme est maintenant emprisonné en attente de son procès. Le 27 août, une boutique de bijoux au centre-ville de Moncton a été victime d'un vol à main armée. 2 individus sont entrés dans le commerce et ont utilisé des armes et de la violence et se sont enfuis avec un montant considérable de bijoux. L'enquête est toujours en cours. Le même jour, le 27 août, un conducteur de taxi a été victime d'un vol à main armée. Le suspect, un homme toujours non identifié, a utilisé une arme à feu afin de voler une somme d'argent. Cette enquête est également toujours en cours. Le 30 août, un homme de 34 ans est entré par effraction dans une résidence de la rue Humphrey à Moncton et a utilisé de la violence contre les résidents présents au moment. L'homme s'est enfui avant l'arrivée de la police. Cependant, il a été appréhendé le lendemain après une opération policière importante. Cet homme est maintenant emprisonné en attente de son procès. Comme vous le savez tous, Dieppe a reçu le YQM pour une 4e année. Plusieurs policiers de la région et de l'extérieur y ont participé. Je suis fière de dire que le tout s'est très bien déroulé sans incident majeur. Le groupe tactique de la sécurité routière sont venus porter main forte pour l'occasion et le résultat de leur patrouille est un total de 242 infractions routières. Alors, 242 avertissements et amendes. Les amendes les plus populaires étaient des excès de vitesse, distraction pendant la conduite, alors l'utilisation d'un cellulaire ou autre chose, et le manque du port de sécurité, les certificats d'inspection qui manquaient. Aussi, on a ajouté un mandat d'arrestation, puis 30 véhicules ont été remorqués durant la fin de semaine. Et c'est tout pour moi ce soir. Alors, merci bien. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des membres du Conseil? C'est Lantaigne. Merci, M. le maire. J'ai eu une plainte d'une madame qui me dit qu'elle entend aussi ça, beaucoup de son quartier, qu'il y a beaucoup de vitesse sur la rue Bourque, sur le chemin Bourque aussi. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez vérifier, patrouiller un peu de ce coin-là, en même temps que vous allez vers Fox Creek. Et puis, aussi peut-être vérifier du côté de nos employés, à savoir s'il y a d'autres plaintes par rapport à la vitesse sur le chemin Bourque. C'est un chemin qui est long et droit, donc
c'est facile de faire de la vitesse, fait que je tenais important d'amener ce point-là. Je vous suggère de faire peut-être une demande à M. Gallon. C'est ça. C'est ça. J'ai noté ça aussi. Donc, Parfait. c'est pas OK. C'est ça, c'est ce que je vais faire aussi. Puis je m'informerai aussi auprès des employés. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur le maire, pour faciliter le conseil Lontagne, on en a pris note, puis on va aviser l'employé demain matin. OK. Merci bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Melançon, je pense que le prochain item, présentation publique. Alors, dans le cadre de la présentation publique, juste une mise en contexte au préalable avant que M. Girard fasse la présentation. Alors, au niveau de notre projet de densification douce, comme vous le savez bien, Dieppe connaît une croissance démographique importante avec des niveaux de construction majeurs en logement. Mais comme partout au pays, il est plus difficile de se trouver un endroit où vivre et les prix sont plus élevés. Malgré tout, Dieppe a comme objectif d'assurer un chez-soi sécuritaire et de qualité pour chaque membre de notre communauté. Afin de répondre à cet objectif, la Ville de Dieppe s'est engagée auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, comme de nombreuses autres municipalités au Nouveau-Brunswick, à permettre des densifications douces dans le cadre du fonds pour accélérer la construction de logements FACL. Une densification douce, c'est une manière d'ajouter des logements dans les quartiers résidentiels existants. Par exemple, une maison unifamiliale pourrait voir la transformation de son garage en appartement pour les jeunes adultes de la maison et l'ajout d'un logement accessoire au fond d'un jardin pour des parents vieillissants. La Ville s'est engagée auprès du gouvernement fédéral à apporter des modifications à son plan municipal et à l'arrêté de zonage d'ici la fin de l'année 2025. Il est important de compléter ces amendements car l'admissibilité à d'autres fonds du gouvernement du Canada est conditionnelle à l'adoption de cette nouvelle norme. La Ville de Dieppe a confirmé un financement total de 7,270 660 $ répartis en 4 paiements. Alors, ce programme et cette contribution est confirmée. Alors, ce soir, la présentation suivante fournira des détails sur le changement proposé et mettra en lumière les prochaines étapes dans ce processus. Alors, sans plus tarder, Monsieur le maire, j'inviterai M. Girard à faire cette présentation publique. Merci bien. Voilà. M. Girard, bonsoir. Non, bonsoir, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le DG, pour la mise en contexte et certainement bonsoir aux membres du conseil. Donc, je suis ici devant vous pour une présentation publique. Ceci se fait dans le cadre d'une modification proposée au plan municipal. Donc, vous avez là en tête sur la diapositive là, devant vous. Là, ici, on parle d'un projet d'arrêté pour faire la modification au plan municipal, l'arrêté Z9 2017-13, afin de permettre jusqu'à 3 logements accessoires dans les zones R1 et R2. Donc, un bref sommaire, on va passer à travers de l'échéancier du processus légal de modifier le plan municipal ainsi que l'arrêté de zonage. On va aussi vous présenter la réglementation en vigueur par rapport à l'arrêté de zonage, l'approche adoptée et modalités d'application, les modifications proposées au plan municipal. Donc, ici, on vous présente effectivement un changement de texte au plan municipal. La mesure d'encadrement qui va vous être proposée et ainsi là, les prochaines étapes du processus. Donc, le 11 août, lors de la réunion ordinaire du 11 août du conseil, le conseil a pris une résolution là, pour entamer le processus en fixant la date de présentation publique, en fixant la date d'audience publique ainsi que la date là, pour recevoir la recommandation formelle du comité consultatif en matière d'urbanisme. Donc, les prochaines étapes, effectivement, on est en présentation publique aujourd'hui, mais le 14 octobre sera l'audience publique, où est-ce qu'on aura l'opportunité de nouveau à revoir les propositions, les modifications au plan municipal et à l'arrêté de zonage. Donc, le 15 octobre sera l'occasion pour les membres du CCU de se pencher sur la question et vous reviendra là, pour une prise de décision le 27 octobre de cette année.
Donc, la réglementation en vigueur par rapport à ce qui se retrouve à l'intérieur de l'arrêté de zonage. Donc, ici, on permet déjà des logements accessoires dans la zone R1, R2 à titre de logement accessoire. Donc, les exigences pour permettre un logement accessoire dans le cadre réglementaire existant. Donc, c'est permis dans les zones R1, R2, RHM à l'intérieur d'une maison unifamiliale. C'est uniquement à titre d'usage secondaire. Un seul logement accessoire est permis. Donc, il y a des conditions, c'est sûr, à l'intérieur de tout ça. Le logement accessoire ne peut pas excéder 35% de l'art brut du plancher d'habitation de la maison unifamiliale. Le lot reçoit tous les services municipaux. Un emplacement de stationnement supplémentaire est exigé. Les points d'accès de l'entrée communs avec l'habitation principale. Donc, on permet aussi des pavillons jardins. Donc, encore là, dans le même contexte que le logement accessoire, c'est déjà permis dans la zone R1, R2 et R3 à l'intérieur d'un usage de maison unifamiliale. Donc, encore les modalités qui encadrent le pavillon jardin. On doit être localisé à une certaine distance des lignes de propriété, donc 2,4 mètres de la limite latérale, 6 mètres de la ligne arrière. On ne peut pas dépasser 4 mètres de hauteur et 6,7 mètres avec les hauteurs au point le plus haut. Là, donc, quand on prend en considération le pignon du logement, le pavillon-jardin, être situé sur un lot d'au moins 900 mètres carrés, ne peut pas dépasser 75 mètres carrés en air brut. Le lot reçoit, bien sûr, les services municipaux, un emplacement de stationnement requis. Le point d'accès à l'entrée doit être commun. Donc, les modifications proposées au plan municipal. Donc, à l'heure actuelle, le plan municipal, le conseil a pour principe d'utiliser les définitions suivantes en référence à la densité résidentielle. Donc, à l'heure actuelle, la densité est mesurée de façon quantitative. On trouve que pour l'instant, et même dans le futur, bien sûr, que faire une référence au niveau quantitatif semble être désuet. Donc, qu'est-ce qui est proposé sera plutôt une approche plutôt qualitative pour encadrer la proposition. Donc, qu'est-ce qui serait proposé en termes de modification au plan municipal? C'est bien sûr abroger l'ancienne définition de densité et aussi, en même temps, d'ajouter la prochaine définition que je vais vous lire. Donc, le Conseil a pour principe de reconnaître l'évolution et la diversité des besoins en logement et d'y répondre en permettant des possibilités de densification douce des secteurs résidentiels existants par l'ajout jusqu'à 3 unités de logement accessoires en lien aux habitations unifamiliales. Donc, on rajouterait aussi un principe numéro 16. Le Conseil a pour principe d'assurer l'intégration harmonieuse des unités de logement accessoires au sein des quartiers résidentiels. Une proposition est faite, donc il est proposé que le Conseil veille à établir et maintenir des exigences claires concernant l'ajout d'unités de logement accessoires afin d'encadrer la densification douce et d'assurer la prévisibilité du cadre bâti et des espaces de stationnement. Donc, l'approche d'adopter 3 logements accessoires à l'intérieur des zones R1. On vous proposerait ici des propositions basées sur 3 lignes directrices. Donc, l'alignement avec les principes du plan municipal. Donc, ici, on parle de l'approche doit s'inscrire dans la continuité du plan municipal en vigueur, ne pas nécessiter des modifications majeures à ses orientations fondamentales, respecter dans une large mesure les principes directeurs déjà établis tout en répondant aux enjeux et objectifs formulés suite à la signature de l'entente. La préservation du cadre bâti existant, développer une approche qui permet d'augmenter la densité sans transformer profondément le tissu urbain établi dans les secteurs résidentiels de faible densité, assurer une intégration harmonieuse des nouveaux logements dans le cadre bâti actuel. La prochaine ligne directrice ici, ce serait intégration des commentaires résultant de la consultation publique. Donc, un peu une note d'à côté par l'entremise du forum croissance qui a pris place au mois de juin. On a eu l'opportunité de rencontrer plusieurs résidentes de la municipalité. On a eu de très bons échanges avec eux. On a aussi reçu de la bonne rétroaction, donc on a reçu de la rétroaction constructive.
On a aussi eu l'opportunité de sonder les gens avec des questions spécifiques. Donc, on a reçu de la rétroaction, on a reçu des commentaires et le projet ou les propositions qu'on va vous faire dans les prochaines diapositives prend certainement en considération ces commentaires et cette rétroaction. Donc, la diapositive qui est illustrée devant vous illustre essentiellement tous les terrains de la municipalité qui se retrouvent à l'intérieur de la zone R1 et R2. Donc, qu'est-ce qui se retrouve en orange, c'est la zone R1, et qu'est-ce qui se retrouve en jaune, c'est les terrains de la zone R2. Donc, les propriétés éligibles à cette initiative, effectivement, c'est un terrain localisé dans la zone R1 ou la zone R2 qui a 700 mètres carrés de superficie et qui a une devanture minimale de 18 mètres de façade de l'eau. Donc, à ce point-ci, selon nos calculs approximatifs, ceci cible ou touche environ 80% des terrains localisés dans la zone R1 et R2. Donc, l'approche adoptée, donc ici, on parle d'identifier le premier niveau comme étant le logement principal. On donne l'opportunité aussi de transformer le garage en logement accessoire, le deuxième étage en logement accessoire, possiblement aussi le sous-sol en logement accessoire, et de voir aussi à l'ajout d'un pavillon jardin. Donc, l'objectif recherché par cette approche, ici, si vous regardez avec l'illustration, c'est de travailler avec le tissu urbain existant. On ne veut pas voir à la démolition des maisons unifamiliales, des secteurs de la municipalité. On veut vraiment voir à une rénovation de la coquille existante. Donc, ceci est une mesure importante là, dans la proposition. On permettrait bien sûr des ajouts et des extensions, mais tout en suivant quand même des paramètres qui sont bel et bien définis. Donc, vous avez une illustration ici qui illustre effectivement qu'est-ce que le quartier pourrait, ou un quartier en particulier pourrait avoir de l'air. Donc, comme vous pouvez voir, là, juste l'ajout de logements accessoires transforme de façon minimale le cadre bâti existant. Juste un instant. Donc, encore là, l'illustration du logement accessoire, du logement principal. Donc, ici, on identifie le logement principal qui fait partie de la maison unifamiliale. On ajoute le pavillon jardin à titre d'exemple. Ici, une des exigences qu'on proposerait, c'est que les logements accessoires doivent avoir un maximum de 80% de la superficie du logement principal et qu'un logement accessoire ne pourrait pas excéder 75 mètres carrés, donc c'est 750 pieds carrés. Donc ici, encore là, le raisonnement derrière ça, c'est de créer des unités ou des logements qui sont plus petits afin d'accommoder soit un élément de vieillissement de la population ou d'accommoder essentiellement des petits logements afin de respecter le tissu urbain existant. Donc, d'autres normes qui seraient proposées à l'heure actuelle, donc ce serait de respecter le retrait de 6 mètres de la cour avant, un retrait de 6 mètres de la cour arrière et 3 mètres de la cour latérale. Donc, toute extension devra respecter ces standards, si adoptés. Donc, encore là, en termes d'éléments architecturaux, qu'est-ce qui serait proposé? Ce serait de limiter les portes ayant une devanture sur la façade. Donc, on ne voudrait pas encourager 4 portes à avoir une devanture sur la rue publique. Les portes pourraient être aménagées dans les cours latérales ou dans les cours arrière. Encore là, l'objectif de cette exigence-ci serait d'assurer une homogénéité là, du caractère résidentiel sans changer le caractère du secteur ou des secteurs. Donc, un autre élément qui devient quand même important dans cette initiative, c'est la question du stationnement.
Donc ici, on proposerait d'avoir un emplacement de stationnement par logement de créé. Encore là, l'objectif ici, c'est de permettre du stationnement, qu'est-ce qu'on appelle des stationnements en tandem. Je vais juste retourner ici. Donc, les gens pourraient se stationner dos à dos afin là, de minimiser l'impact sur le site et de minimiser l'empreinte du sol par rapport au stationnement. Donc, vous avez devant vous des diapositives là, qui illustrent potentiellement une configuration de stationnement sur le secteur en question ou les secteurs en question. Donc, les prochaines étapes du processus, bien sûr, la loi sur l'urbanisme exige une période de 30 jours pour recevoir des commentaires par rapport aux modifications au plan municipal. Le 14 octobre, on va tenir une audience publique. C'est là où est-ce que les gens vont pouvoir parler par rapport aux objections reçues, aux commentaires reçus par rapport à la proposition. Le 15 octobre, comme j'ai mentionné, le CCU va se pencher sur la question. On va faire une recommandation formelle au Conseil. Et puis le 27 octobre 2025, réception de la recommandation du CCU par le Conseil. Donc, ici, quelques messages clés là, pour juste conclure la présentation. Donc, la proposition est présentée dans un contexte dans l'optique de préserver le tissu urbain existant. Par cette initiative, on souhaitera encourager la création de logements de plus petite taille pour assurer cette préservation de tissu urbain. Cette initiative présente une opportunité d'ajouter au stock de logements ainsi qu'une variété de logements par l'entremise d'une densification douce des secteurs résidentiels existants. Donc, c'est important d'encourager une différente typologie d'habitation, une différente forme urbaine. La proposition la rétroaction prend en compte par rapport à la rétroaction reçue lors du forum sur la croissance et ainsi du sondage là, qui a été mené. Donc, tout ça pour en dire, on a certainement pris en considération la rétroaction qui a été acheminée là, dans notre direction. Donc, encore là, ceci répond aux exigences de la présentation publique. Je suis certainement libre pour répondre à des questions ou s'il y a des commentaires. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Je suis contente que tu aies répondu ou tu as mis dans ta présentation tout l'aspect de stationnement. Là. C'est beau qu'on va guider les propriétaires à utiliser un stationnement en tandem, là, comme vous expliquez. Mais on sait qu'un grand défi présentement, c'est le stationnement sur le long des rues. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va penser une fois parce que c'est un super de beau projet, là, je suis à 100% d'accord avec ça. Mais on sait que les gens vont stationner un petit peu partout où ce qu'ils veulent. Puis on a déjà des défis avec les stationnements dans la rue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va penser si... Je peux prendre un peu la parole. C'est certain que dans les quartiers résidentiels, le stationnement le long de la rue est déjà permis à plusieurs endroits. Alors, il y a des endroits que c'est déjà interdit pour des raisons d'intersection ou obscurité au niveau pour toute autre raison. Mais dans nos quartiers résidentiels, le stationnement le long de la rue est en grande majorité permis. Alors, ça, c'est quand même un moyen de ralentir la vitesse selon les experts dans le domaine. Mais il y aura quand même de l'observation à faire s'il y a des particularités à certains endroits en placement. Si je peux me permettre, Monsieur le DG, oui. Donc ici, comme dans la notion de faire une densification douce, il faut aussi prendre en considération ici qu'on parle d'ajouter des logements, mais on ne parle pas nécessairement d'ajouter plus de gens sur un site. Donc, bien sûr que dans des maisons unifamiliales, on peut avoir des familles de 4-5 personnes qui peuvent habiter à même une maison unifamiliale. C'est sûr que quand nos enfants grandissent, ils vont probablement avoir peut-être accès à une voiture ou deux. Donc, c'est juste pour peut-être mettre en contexte que ceci va peut-être pas nécessairement se traduire par plus de véhicules sur leur site, mais il ne faut pas s'en cacher, peut-être probablement que oui. C'est bien. Merci. Merci. Madame Leboutier. Merci.
j'aurais une couple de questions, mais puis c'est des questions d'information plus que d'autres choses. Le règlement comme tel, ces nouveaux changements, lorsqu'on dit, est-ce qu'il va y avoir une différence dans le R1 et le R2? Est-ce qu'on anticipe ou ça sera principalement exactement la même chose comme réglementation? Ça sera la même chose. C'est ça. Il n'y aura aucune différence entre le zonage R1, R2. C'est juste les paramètres sont la même chose avec les deux zones. Donc, l'usage d'une maison unifamiliale en lien avec des logements accessoires seront permis dans les deux contextes. Donc, il n'y a aucune différence à faire. D'accord. Ma prochaine question, c'est dans le zonage R1, est-ce qu'on va exiger que le propriétaire soit résident pour tout changement d'addition de logement accessoire? Ça se retrouve dans notre projet d'arrêté, oui. Donc, dans l'arrêté de zonage qui va être présenté à l'audience publique. Donc, aujourd'hui, on vous présente quand même les grandes lignes. À l'audience publique, on vous donnera l'opportunité de regarder particulièrement aux propositions. Donc, il faut noter aussi là, que le projet d'arrêté va être disponible au public au cours de cette semaine ou la semaine prochaine quand que, pour la période de 21 à 30 jours où est-ce qu'on donne un avis. Mais pour faire une longue histoire courte, oui, on a l'intention d'exiger que le propriétaire soit occupant pour faire des rénovations à des logements accessoires. Merci. C'est juste que je trouvais que c'était important je connaissais la réponse. Je trouvais que étant donné qu'on présente déjà pour s'assurer que les résidents comprennent bien que ce changement-là, va falloir être propriétaire de son domicile aussi. C'est ça. Puis si je peux me permettre encore là pour ajouter un peu de contexte, c'est encore là dans la proposition qu'on fait au conseil, pour nous, c'est important de ne pas perdre le sens d'appartenance des secteurs existants. Et puis, donc, on voit ici là, que dans cette initiative-là d'assurer qu'il y a un propriétaire occupant, que ceci peut quand même maintenir un sens d'appartenance dans les secteurs existants. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est ça, j'avais des questions, préoccupations qui sont sensiblement les mêmes, qui ont déjà été répondues. Là. Au niveau des stationnements, moi, je crois qu'il y aura certainement une problématique. Ça va terminer qu'il y aura plus que 4 véhicules par propriété. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra regarder de près parce qu'on a déjà beaucoup de véhicules en bordure de route. Pour ce qui est de propriétaire occupant, là, je le vois, c'est écrit là que le propriétaire occupant requis pour la demande. Maintenant, comment on va faire pour s'assurer que le propriétaire, oui, quand il fait l'application, il est là, mais qu'une couple d'années après, il décide de vendre, puis il n'y a plus de propriétaire occupant. Comment on va faire pour s'assurer de ça? Parce que on le voit déjà, là, il y a plein de maisons qui sont achetées par des personnes de l'extérieur, puis ces maisons-là, ils sont louées. Mm-hmm. Puis, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'entretien, etc. On sait que quand les propriétaires ne sont pas là, les gens ont moins tendance à entretenir les propriétés. Donc, comment on va faire pour s'assurer qu'il y aura toujours un propriétaire occupant au fil des ans? C'est une bonne question. J'ai malheureusement pas la réponse précise à votre question, mais je peux certainement m'assurer de l'avoir à l'audience publique. C'est certainement une bonne question de suivi. Donc, c'est sûr que quand on fait des suivis ou des applications d'arrêté, il peut y avoir des défis. Mais pour nous, c'est qu'on vous présente quand même, on va vous présenter un projet d'arrêté que l'intention est d'assurer que le propriétaire soit occupant. Après ça, s'il y a des méthodes ou des mesures de suivi qui peuvent être considérées, on va certainement les apporter à votre attention. Oui, parce que c'est un beau projet. Moi aussi, je suis pour le projet, mais je pense qu'il va falloir être assez rigide là, au niveau de l'encadrement et des suivis et tout ça, parce qu'on sait qu'est-ce qui pourrait se produire. Là. On le voit déjà. C'est noté. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi, ça montre que votre... Qui a sauté. Ah, là, il est revenu. On va essayer à nouveau. Alors, j'aime beaucoup l'utilisation du concept de la densification douce. Je trouve que c'est une belle approche.
Je vous remercie de l'approche que vous utilisez en le présentant. C'est des changements assez importants pour notre ville. Moi, quand je me suis présentée au conseil 4-5 ans passés, c'était vraiment, déjà, on était dans la grande croissance qu'on avait vécue. Les gens vivent la croissance avec un peu de difficultés, mais elle s'en vient, on n'a pas le choix que d'essayer de l'absorber, de le faire le mieux qu'on peut. Alors, j'apprécie beaucoup ton approche en termes de cette densification douce. Je pense que c'est la bonne. Je ne suis pas sûre qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'autres options que essayer d'encadrer cette croissance-là. Et puis, je pense que ça va faire partie du message qu'il faut qu'on donne. Alors, une des questions que j'avais c'est peut-être pas nécessairement à toi, Alexandre, mais comment est-ce qu'on va engager la communauté dans cet exercice-là de discussion pour vraiment les embarquer dans cette question pour qu'ils puissent vraiment nous contribuer le plus possible? Parce que je pense que ça va être vraiment important et intéressant d'avoir de leur participation pour voir comment ils abordent et envisagent cette densification-là douce. Moi, quand je pense au fait que je veux que mes enfants puissent vivre à Dieppe, je pense qu'on n'a pas le choix que d'offrir des options comme ça pour qu'ils puissent effectivement vivre à Dieppe. Mais j'aimerais juste voir comment est-ce qu'on va engager la communauté dans ce processus-là, l'audience publique. Je pense que c'est une audience publique très importante pour à quoi va ressembler notre ville dans le futur. Alors, est-ce qu'on a une idée là-dessus? Je peux peut-être commencer avec une première réponse de notre côté. Donc, je pense que la notion, toute la question entourant la participation publique, elle a déjà commencé. On a eu le forum sur la croissance en juin. On avait du personnel qui était présent dans l'entrée de l'hôtel de ville pour répondre à des questions. Donc, comme j'ai mentionné, on a interagi avec presque 400 personnes, donc par rapport à avoir reçu des commentaires, soit par le sondage en ligne ou soit par des interactions lors du forum sur la croissance. On a déjà eu de la rétroaction par rapport à tout ça parce qu'il y a une affiche qui est dans l'entrée de l'hôtel de ville qui présente les concepts. Donc, un autre élément de participation publique continue, c'est le fait qu'on a une affiche dans l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, les gens peuvent quand même prendre connaissance là, du visuel qui est présenté. C'est sûr que dans tout le cadre réglementaire de faire une modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage, il y a des exigences qui sont là. Donc, on a fait un avis sur notre site web. Cet avis-là est envoyé à tous les abonnés du site web là, qui sont abonnés à recevoir une notification. On a aussi créé une page web sur notre plateforme Dialogue Dieppe, spécifiquement sur le projet d'arrêté tel quel. Donc, on parle de densification douce, où est-ce que, après aujourd'hui, on a l'intention de télécharger la présentation publique. Il y a aussi toute l'opportunité, puis je ne veux pas m'avancer trop avec le service de communication, mais je vais regarder Annie, mais toute la question d'utiliser nos plateformes de médias sociaux pour partager la présentation que je fais aujourd'hui pour que les gens puissent prendre connaissance du contenu de l'information qui est partagée. Notre personnel est toujours libre à répondre à des questions. Les gens peuvent nous appeler. S'ils ont des questions plus particulières, plus précises, on peut prendre le temps pour répondre à des préoccupations qui auraient par rapport à ce qui est avancé comme proposition. Comme vous l'avez mentionné, c'est sûr, c'est un projet qui est transformateur. Mais de notre côté, on a une confiance qu'on le fait de façon à protéger l'intégrité des secteurs existants. Certainement avec le fait qu'on amène certaines exigences qui va encadrer la forme urbaine, qui va encadrer l'intensité des modifications qui peuvent être faites sur un site en question. Donc, j'espère que ça répond en partie à votre question. Je pense que tu as démontré justement l'importance du dossier puis l'importance de l'engagement de notre public. Moi, la dernière question, si vous me permettez, Monsieur le maire, c'est quand on regarde cette densification-là douce, on regarde vraiment une transformation au niveau aussi de notre assiette fiscale parce qu'on aura plutôt qu'un logement jusqu'à 4 logements. C'est peut-être pas une question pour toi, mais est-ce qu'on a
des projections de ce que ça pourrait porter comme revenu potentiel pour la ville qui pourrait venir aider à compenser sur les autres coûts qu'on a à la ville? Est-ce qu'on a une idée de si on embarque là-dedans, qu'est-ce qui serait le potentiel de l'impact fiscal que ça pourrait apporter comme revenu à la ville? Puis est-ce qu'on aurait une idée de ça avant d'adopter l'arrêté? Du côté d'impact fiscal, on n'a pas fait l'analyse. C'est sûr qu'on pourrait lancer des hypothèses à dire peut-être qu'il y aurait peut-être une vingtaine de logements accessoires de créés par année. Mais à ce point-ci, on ne s'est pas lancé là, de faire une analyse approfondie de l'impact fiscal de cette initiative. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça aura sur les nombres de logements que ça va créer? À ce point-ci, c'est vraiment orienté vers qu'est-ce que le privé aurait l'intention de faire. Parce que ultimement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va maintenant donner l'opportunité à chaque propriétaire d'un terrain d'apporter une rénovation. Donc, c'est sûr que nous autres, quand on a monté le dossier d'application, je pense qu'on anticipait probablement environ la création d'une vingtaine ou d'une trentaine de logements dans les prochaines années. C'est pas un chiffre qui est énorme, mais d'après moi, c'est que c'est un début de transformation pour atteindre nos objectifs de densification douce, de permettre une différente forme urbaine afin là, de laisser l'opportunité là, de densifier un peu là, les secteurs existants. Ben moi, je vous encouragerais à faire l'analyse. Je pense que quand on fait une densification douce ou pas, on fait une densification, on a plus de monde, on a plus de services à offrir, on a des coûts qui s'accroissent. Oui. Alors, je pense qu'il faut que ça rentre dans les considérations de comment on va payer pour ça. Puis justement, s'il y a une augmentation de l'assiette fiscale, c'est un des moyens qui nous est disponible. Fait que je pense que ça rentre dans l'équation de l'analyse. Donc, merci. C'est tout ce que j'ai. Merci. Je pense que le nerf de la guerre, vraiment, ça va être d'avoir les propriétaires rester en place, parce que c'est eux qui devraient en profiter, puis qui auraient un intérêt. Alors que si ça devient plus comme du commercial, ça change la game là, complètement, puis c'est plus la même chose. Là. Alors, je pense que c'est les inquiétudes, je pense que j'ai entendues autour de la table. Alors, on va voir les prochaines étapes. Bien, merci beaucoup. Prochain item, ça nous amène aux questions du public. Notre vaste public, questions. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, l'adoption du procès-verbal. Pardon? L'adoption du procès-verbal. Oui, l'adoption, ça nous amène là. L'adoption du procès-verbal. Quelqu'un prend faire la résolution. Monsieur le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère Jeannin, que l'on procède avec l'adoption de l'ordre du jour. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, nous sommes maintenant en réunion officielle. Réunion ordinaire du Conseil, le thème 10.1. Excusez-moi, monsieur. Alors, comme premier dossier, monsieur le maire, au niveau des motions et nominations, oui. Alors, dans le secteur de l'ingénierie à 11.1, alors, vous avez une adjudication de marché pour l'amélioration des infrastructures au coin d'Acadie-Champlain et de la rue Saint-Laurent. Alors, on a été en appel d'offres. 4 soumissions furent reçues envers ce projet. Puis, celle qui est recommandée, c'est auprès de Fulham Construction Limitée pour un montant de 2 681 010 $ plus TVH. Et c'est recommandé aussi que WSP Canada, le service d'ingénierie, soit offert par cette firme pour un montant de 255 000 $ plus TVH. Ici, quand même, une particularité, ce projet ici est proposé sur une période de 2 ans. Alors, cet automne, on refera la reconstruction de la rue Saint-Laurent et au printemps, on fera les améliorations qui sont nécessaires pour l'intersection Acadie-Champlain pour s'assurer que tous les produits et les matériaux sont arrivés en temps et lieu. Lorsqu'on entame le projet, tout est en stock et le projet n'aura pas de décalage pour des raisons incontrôlables. Et un élément aussi, on fera la publicité à l'automne, au printemps, je devrais dire,
beaucoup de travaux se feront la nuit. Alors, on va s'assurer de faire le minimum d'impact sur la circulation de un de nos intersections majeures. Alors, ça, c'est un élément qu'on est bien content qu'on fait de plus en plus à la ville pour des endroits plus achalandés. Alors, on recommande ce contrat qui soit octroyé sur une période de 2 ans pour des raisons que je viens d'expliquer. Merci pour la lecture de la résolution. M. Brideau. Et voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Avenue Acadie et rue Saint-Laurent. Amélioration des infrastructures au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Foulem Construction Limitée, au coût de 2 681 010 plus TVH. Autorise WSP Canada Incorporé à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 255 000 plus TVH. Et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-69 du budget d'immobilisation générale, amélioration Champlain-Acadie. Et le compte numéro 4-3-90-58-76-69 du budget d'immobilisation d'eau et d'égout, amélioration Champlain-Acadie. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 11.2. Excusez, point 1.2. Adjudication de marché pour une boutique de sport. Alors, je pense que la conseillère Leboutillier voulait s'absenter, alors ça va être enregistré. Entre-temps qu'elle s'absente, j'aurais dû ajouter aussi l'intersection Acadie-Champlain. Il va y avoir un virage à la gauche de la Champlain vers l'Acadie qui se dirige vers l'église. Alors, on va améliorer l'intersection, qu'il y aura un virage à gauche dans les deux sens de la Champlain. Alors, tout ça, ça fait partie de l'amélioration qu'on apporte, qui était demandée aussi. Alors, maintenant que la conseillère est maintenant à l'extérieur de la salle, alors nous avons fait par invitation un avis pour offrir l'exploitation d'une boutique de sport à Uniplex. On a reçu 2 propositions. Alors, suite à l'évaluation d'un comité interne avec des critères qui étaient bien établis, on a une recommandation du comité de travail pour que le contrat de la boutique d'exploitation soit remis à Mud City Hockey Incorporé pour une période d'environ 3 ans qui se terminera le 31 août 2028. Et il y a une possibilité de renouvellement pour la deuxième période de 3 ans selon une date prédéterminée dans l'entente et qui sera aussi demandée par le locataire. Alors, vous avez devant vous les recommandations avec les éléments qui faisaient partie de l'analyse. Puis, c'est pour votre considération ce soir pour octroyer cette entente pour assurer un service à Uniplex. On a profité aussi de l'occasion pour avoir aussi un emplacement à J-Leblanc, au centre Arthur J-Leblanc. Malheureusement, dans les 2 propositions, aucune proposition fut reçue pour offrir un service à cet établissement-là. Alors, on a profité de l'occasion, puis maintenant, on peut aller peut-être explorer d'autres avenues avec cette facilité. Alors, recommandation du comité de travail, puis c'est pour vos considérations ce soir. Alors, merci pour la lecture de la résolution, Mme Jolin. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'exploitation de la boutique de sport à l'Uniplex à Mud City Hockey Incorporé pour une période d'environ 3 ans se terminant le 31 août 2028, avec possibilité de renouvellement pour une deuxième période de 3 ans selon les modalités stipulées dans la demande de proposition. Je le propose. Merci. Proposé par la conseillère Janin, qui est appuyée par le conseiller Lantaigne sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. Oui,
J'ai un problème avec OK. les microphones là, qui nous jouent des tours. Là. J'ai des tours. Merci. Allons-y. Euh, euh, J'aurais une couple de questions de clarification. Au niveau de l'utilisation du centre uni, quel pourcentage qu'on a hockey, ringuette, patinage artistique? Comme c'est quoi l'utilisation de l'aréna? De l'aréna? Oh. Est-ce que M. Richard en a cette information-là ce soir? M. Richard. Voilà. Non, plus à la gauche. Voilà. J'ai pas l'information spécifique, mais juste en termes de membership, je pense que l'Arcuna utilise environ de 900, Ringuette environ 250-300. Les inscriptions sont en train de finir là. Patinage de vitesse, c'est pas mal tout à olympique. Puis Lambda, si j'ai bien compris, les autres sont aux environ 300 aussi. Là. Je peux me tromper, là, mais. C'est surtout en termes d'usage de temps de glace, là. C'est surtout ça, là, en termes de c'est quoi l'intention du magasin qui va être disponible. Ça semblait beaucoup orienté vers le hockey. Puis je me demandais juste si c'était intentionnel, est-ce que c'était en fonction des heures de glace utilisation ou est-ce qu'on avait regardé dans votre évaluation expérience, expertise, hockey, ringuette et autres utilisations de la place en termes de comment on va fournir puis qu'est-ce qu'on allait fournir dans le magasin. L'appel d'offres précisait certaines exigences, donc il doit offrir des choses pour tous les sports principaux, tous nos organismes, donc ringuette, hockey, puis juste affilage de patin, mais ça s'applique à tout le monde, pas mal, autre que la spécialité au niveau des lames d'or, là. Les autres, c'est un affilage particulier. On note, par exemple, comme un peu moins d'expérience au niveau de la soumission qui a été retenue. Est-ce que c'était dans un domaine en particulier ou est-ce qu'il y avait peut-être un peu moins d'expérience? Ou c'était juste par le fait qu'ils étaient dans le retail, dans le retail itself, comme tel? C'est en principe pas ça, oui. Moi, mon dernier commentaire, je regardais, on regarde la division des pourcentages. Il y a un peu d'éléments de discrétion là-dedans quand on évalue un peu, là. Pas beaucoup, mais vous avez quand même bien cité ça. On regarde le pointage final comme étant essentiellement le même pointage. Si tu enlèves la marge d'erreur de discrétion qu'on peut trouver dans les évaluations. Parfois, dans ces situations-là, on voit où est-ce qu'on donne l'avantage à peut-être la personne qui est existant déjà en place, qui a peut-être déjà fait ses preuves. Est-ce qu'il y a eu des discussions à cet effet-là à l'intérieur du groupe dans la recommandation? De la considération de qu'est-ce qu'on, toute chose étant égale par ailleurs, on reste avec qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui a fait ses preuves dans le passé? Je dirais deux choses. Un, le comité de 3 personnes indépendants était unanime pour dire que c'était ça la meilleure des deux propositions. Puis deux, ce que vous autres, vous voyez ici, c'est vous voyez les critères, la ligne, le titre des critères. Oui. Il y a un détail, un descriptif de chacun des autres. Donc, il y a très peu de latitude pour de la discrétion parce que les gens doivent présenter quand même quelque chose dont la demande de proposition pourrait être évaluée. Donc, il n'y a pas eu de question à savoir si le pointage individuel des gens qui évaluaient selon les critères que vous avez devant ici. OK. Je trouve toujours ça intéressant quand on change de fournisseur. C'est toujours délicat comme situation. C'est pour ça que je regardais puis je posais des questions un petit peu plus creuses. Merci. Peut-être, je ne sais pas si vous cherchez la différence, la distinction, mais une des grosses distinctions, c'était dans le critère C, la proposition monétaire. La proposition monétaire, comme vous avez vu dans le détail là, des considérations financières, c'est là qu'a été une grosse différence entre les deux. Donc, à un moment donné, il y a des critères qui sont là, il y a un pointage qui est établi, puis c'est ce que ça donne. Okay. Merci. Merci. Autre question? Madame Turgeon-Roy. Voilà. Non, c'est pas allumé, mais c'est vert. C'est ça. Ah, là, il est revenu. OK, merci. Il va falloir parler à nos techniciens parce que c'est l'enfer. C'est probablement noté déjà. Okay, oui. Ma question, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais pourquoi que dans la résolution, on dit que c'est une période d'environ 3 ans? Pourquoi qu'on n'est pas comme sur un montant clair de comme c'est un contrat de 5 ans? Je suis sûre que tu peux me répondre, mais je trouve ça bizarre que c'est dans une résolution. C'est juste question de la date, j'imagine, parce qu'on est rendu le 8 septembre, okay. Ça se termine le 31 août, alors
avec une possibilité de renouvellement après C'est ça. pour un autre Alors, 3 c'est la ans. date de OK. fin qui est importante à retenir, le 31 août. C'est beau. Merci. Facile à répondre pour moi, celle-là. C'est facile, hein? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer d'autres questions de votre Pour le côté. On va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. On peut demander à Madame... oui. Oh, oui, la conseillère Le Le Boutillier. conseiller Le Boutier, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est noté que la conseillère Le Boutillier revient à la réunion. C'est ça. Ce qui nous amène maintenant à l'item 11.3, planification, développement, et au 11.3.1, recommandation du CCU pour plan d'aménagement municipal Z. Alors ici, Monsieur le maire, on a eu une audience publique, ça a été présenté. La recommandation du CCU est devant vous pour appuyer qu'est-ce qui a été avancé comme proposition. C'est deux emprises de rue qui demandent d'avoir une précision sur des petites parcelles de terre qui a été révisée. Alors, le personnel avait fait la recommandation au CCU, puis vous avez devant vous une recommandation du CCU de poursuivre l'approbation. Alors, par la suite, vous allez voir dans les arrêtés que ça fait partie des lectures qui encadrent cette mise en œuvre. Alors, c'est aussi simple que ça, ça a été présenté, vous étiez, je pense, confortable et c'est pour la lecture ce soir. Question de la part des membres du Conseil? Aucune question? Alors, pour la lecture de la résolution, excusez-moi. Madame Le Boutier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 20 août 2025 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification au plan d'aménagement municipal Z9-2017 et à l'arrêté de zonage Z10-2021 en vue d'ajuster les lignes de zonage suivant les limites des propriétés identifiées sur le NID 707-143-16, 707-143-24, 707-180-44 et le 701-502-30, que le Conseil procède aux premières et aux deuxièmes lectures de l'arrêté Z9-2017-12 et le Z10-2021-14. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Le Boutier, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au prochain item, des arrêtés municipaux, soit l'item 12.1, arrêté C1. Monsieur Mélenchon. Alors ici, vous avez deux lectures, une lecture sommaire, puis la troisième lecture en titre. Comme expliqué auparavant, c'est pour la circulation routière qui apporte maintenant une modification pour le stationnement durant l'hiver. Alors, on a mis en place la même approche que nos deux villes voisines. Les gens vont s'abonner, ils vont être avisés lorsque c'est le temps d'enlever les voitures pour ne pas faire enterrer les voitures de neige. Alors, on a les choses en place, c'est pour l'approbation finale. Merci. Alors, pour la lecture, Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais enlever mes lunettes. OK. Donc, arrêté C-1-2025, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, LRNB 1973, chapitre M-17, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté C-1-2025 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1-2024-2, adopté le 9 décembre 2024, à l'exception des modifications suivantes. Ajout d'une définition à l'article 1 comme suit. Directeur général désigne le directeur général de la ville de Dieppe et son délégué ou remplaçant
aux fins d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5.3. Modification du paragraphe 5.2 comme suit. Il est interdit de stationner sur la rue ou dans un terrain de stationnement appartenant à la ville toute machinerie lourde ou tout véhicule ou type de véhicule illustré dans l'annexe B, sans toutefois se limiter aux exemples illustrés, à l'exception d'un véhicule récréatif pour lequel un permis de stationnement a été émis en vertu de l'article 9, qui peut être stationné sur la rue en conformité au permis et au paragraphe 9.6. Ajout du paragraphe 5.3 comme suit. Malgré l'alinéa 5.1J, si le directeur général estime que les restrictions au stationnement entre minuit et 7 heures ne sont pas nécessaires du fait des conditions météorologiques, des conditions routières ou compte tenu de l'absence de travaux de déneigement ou déglaçage nécessitant de telles restrictions, le directeur général est autorisé à suspendre l'interdiction de stationner entre minuit et 7 heures et ainsi permettre le stationnement de véhicules à moteur aux endroits et pour la période qu'il estime souhaitable. Modification à l'annexe A intitulée « Stationnement interdit ». L'ajout de l'article 13 comme suit. 13. Rue Bernard, A. En tout temps, les deux côtés, de la rue Auxiard jusqu'à la Lionelle. L'ajout de l'article 49 comme suit. 49. Chemin Leblanc, A. En tout temps, les deux côtés du chemin Fox Creek en direction est pour une distance de 1950 mètres. Je le propose en lecture sommaire, Monsieur le maire. Merci bien. Pour appuyer, Madame Jeannin, alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous en sommes maintenant au 12.2.1, première lecture par titre seulement. 12.1.2, troisième lecture. OK, troisième lecture. C'est bon. Troisième lecture par titre seulement. Alors, ça ira plus vite. Oui. Donc, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose par troisième lecture, par titre seulement. Merci. Madame Turgeon, qui est appuyée par la conseillère Jeannin. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, nous pouvons procéder avec le 12.2.1 par lecture par titre seulement. Quelqu'un se sent en voix? Peut-être M. Brideau? Merci, M. le maire. Arrêté C-1 2025, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Monsieur le conseiller, c'est le 12.2. 12.2. L'arrêté Z9. Ah, bon, mes excuses. Désolé. Je reprends. Arrêté Z-9 2017-12. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. C'est juste par titre seulement. Je vous le propose, M. le maire, par titre seulement. Merci. Qui est appuyé par Mme Jeannin encore, c'est bien. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et qui nous amène au 12.2.1. 12.2.2 en dernière lecture. Deuxième lecture. Vous êtes toujours là, M. Brideau? Je ne vais pas me tromper ce fois-ci. En deuxième lecture, arrêté Z-9 2017-12, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire, en deuxième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé, comme toujours, par Mme Jeannin. Merci beaucoup. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, au 12.3,
Monsieur, quelqu'un pour faire la lecture? Alors, Monsieur Lantaigne, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Arrêté Z-10-2021-14, arrêté modifier l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. J'en fais la première lecture par titre seulement. Merci. Qui est appuyé par la conseillère Godbout. Ça va? Merci. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. 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 Ceux du contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, encore une fois, le 12.3.2. Arrêté Z10. Par titre seulement. Oui, arrêté Z-10-2021-14, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Qui est appuyé par la conseillère Godbout. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Du contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et ça nous amène à l'avis de motion. Oui, alors ici, vous avez devant vous un avis de motion pour faire une modification à l'arrêté procédural qui est en particulier d'encadrer l'audience publique, comme que vous avez demandé de le faire. Alors, le projet d'arrêté est dans le document. Ça sera porté à la prochaine réunion. Il y aura aussi sommaire dans le cadre d'un mémorandum qui qui fera un encadrement de comment la démarche est proposée. Alors, ce soir, c'est juste de faire la lecture de l'avis de motion. Merci. Qui veut le faire? Madame Godbout, s'il vous plaît. Avis de motion, arrêté A-4-2025. Je donne avis de motion que l'arrêté A-4-2025 intitulé Arrêté procédural du Conseil municipal de la ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture, Monsieur le maire. Merci. C'est appuyé par... Pas besoin. Pas besoin, c'est vrai. Pas besoin d'appui pour celui-là. C'est beau? Alors, c'est tout. Bonne soirée. Oh, excusez-moi, avant de se sauver, comment est-ce que va votre été? Alors, on va commencer à ma droite avec M. Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Deux petites choses pour moi. Je voulais juste faire un suivi au niveau de la révision de l'arrêté sur les sentiers et les fameuses trottinettes. Alors qu'il devait y avoir, il y avait un comité, je pense, avec les 3 municipalités pour arriver à un consensus sur un arrêté au niveau des trottinettes. Oui, on allait certainement aligner notre approche avec celle des villes voisines. À savoir si c'est un aliment parfait, c'est à voir, mais il n'y a pas d'arrêté à vous proposer à ce moment-ci. Ça devrait venir dans les prochaines... L'espérance est d'avoir un arrêté pour le printemps, mais on m'a signalé que c'était possible que ces trottinettes-là règnent en hiver aussi. On va peut-être hâter le projet. Ça va prendre des bons pneus d'hiver. J'imagine. Puis j'aimerais encore entendre, je l'avais mentionné, puis c'est une préoccupation des citoyens aussi, là. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il va y avoir une révision de fait au niveau de la circulation sur nos sentiers, entre autres, des fameux vélos électriques qui sont les bienvenus, mais au niveau de la vitesse, d'essayer d'avoir un meilleur contrôle ou de faire quelque sorte de promotion au niveau de la sécurité. Puis il y avait eu mention aussi de d'autres vélos comme... des scooters, là, ou pratiquement des motos électriques, des petites motos électriques qui circulent sur les sentiers aussi. Ça fait que, je l'ai mentionné à quelques reprises, beaucoup de gens qui sont concernés par ça, encore là, au niveau de la sécurité. Puis, est-ce que ça va être pris en compte dans toute la révision? On peut certainement atteindre une description qui attrape la plupart des véhicules de ce genre-là. Puis ça sera probablement notre tentative. Il y a de ces véhicules-là, par contre, motorisés au gaz, qui sont réglementés par la réglementation provinciale. Sur les routes, mais pas dans nos sentiers. Dans nos sentiers, ceux-là sont déjà interdits. Ça fait, si on voit ce qui s'appelle des scooters, mais
dans l'autre définition d'un véhicule à gasoline, ces véhicules-là sont déjà Parce interdits. que je pense qu'il y a de la promotion à faire, puis peut-être même au niveau de peut-être mettre de l'affichage. Je sais quand même si on met des limites de vitesse, il n'y a pas beaucoup de monde qui va les respecter, mais peut-être faire des périodes de promotion, que ce soit en Diemag ou sur le Facebook, mais aussi je comprends que peut-être qu'à un moment donné, si on veut aller aussi loin, il faudra avoir des patrouilleurs, mais ça, c'est un autre. Il y a certainement une occasion de faire une approche avec les communications pour nous, du côté de l'exécution, c'est sûr, c'est difficile d'attraper quelqu'un à faire de la vitesse alors qu'on n'est pas là avec un véhicule nous-mêmes. Mais il y a certainement l'éducation va vraiment. Éducation, promotion. Oui. Mon expérience depuis mon arrivée à la ville, c'est que les gens, pour la plupart, veulent obtempérer. Souvent, ils ignorent les règles, puis l'éducation va loin, loin. Oui, absolument. OK. Merci beaucoup. Puis, c'est ça, finalement, je voulais juste souhaiter une bonne rentrée scolaire. C'est un toujours de se faire à tous les enseignants, les étudiants, puis tous les intervenants du milieu scolaire. On sait que c'est un domaine qui n'est pas nécessairement facile. Donc, on leur souhaite une bonne rentrée, puis une bonne année 2025, 2026, en espérant que les choses iront pour le mieux. Merci. Bonne soirée. Merci bien. Madame Godbout, s'il vous plaît. Merci. Oui, une couple de commentaires de félicitations ce soir sur des choses que j'ai entendues. Je vais noter l'importance des efforts qui ont été mis à incorporer la construction la nuit dans les routes, dans nos projets. C'est quelque chose qu'on a jasé, qu'on a travaillé, je le sais, à faire. Alors, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, je dis ça sincèrement d'une personne qui a voyagé tout l'été à travers la construction et des délais et d'autres choses le jour pour se rendre au travail. Est-ce qu'on peut ne pas faire souffrir nos résidents diepois de ça? C'est un grand acquis. Alors, merci beaucoup pour les efforts qui ont été mis là-dedans. Je pense que ça va beaucoup de valeur ajoutée. Aussi, les activités estivales cet été, j'aimerais féliciter l'équipe qui ont participé dans les activités festivals, qui ont animé nos étudiants, toutes ces autres personnes-là qui ont participé. Vraiment, c'était le fun de voir les activités prendre place. Ça aussi, puis les sports des jeunes, tous les sports d'été qui se sont produits dans nos terrains, nos autres choses. Vraiment, c'est tellement important de garder nos jeunes engagés. Et on parle d'esprit communautaire qu'on veut garder dans les choses qu'on va faire dans le développement urbain, mais ça commence avec les gens et les activités, les rassemblements et le vouloir d'être ensemble. Alors, merci beaucoup pour ces efforts-là. J'ai vu beaucoup de belles choses qui se sont faites cet été. Pour ma part, au niveau de travail, beaucoup de cet été a été engagé dans l'exercice du travail avec l'autorité policière. On reconnaît que c'est un coût important, les services de sécurité publique qu'on offre. Et puis, il y a du travail important qui a été fait cet été puis qui va se continuer à l'automne. Fait que c'est pour moi les activités principales que je voulais vous communiquer. Merci. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Ah, parfait, ça marche. Merci, Monsieur le maire. Moi, c'est plutôt des questions de suivi puis des questions en général, des choses qui me reviennent souvent. Puis j'en profite parce qu'il y a un citoyen concerné tout de suite dans la salle qui m'en a parlé aussi régulièrement. J'aimerais faire un suivi au niveau de l'intersection de la rue Pascal, Keith et Charlersville. C'est comme un 4 coins qui est de plus en plus achalandé, là, dans les heures de pointe, surtout pendant l'école et tout ça. Puis là, avec l'avenue, on a commencé à voir bâtir sur la rue Keith, boulevard Dieppe, le petit village, là, les appartements. Donc, ça va amener encore beaucoup plus de gens. Ça fait que je veux juste voir, vous entendre s'il y a des projets d'amélioration pour cette intersection-là. Marc-André. Je vais laisser le privilège à... J'en ai un autre aussi après. Une bonne réponse à ça. Oui. Allez-y. Je suis allumée, je peux le tenter de répondre. C'est que ça. Bonsoir. Allô. Merci pour la question. L'intersection-là, il y a eu des évaluations qui avaient été faites de façon préliminaire, je veux dire, l'an dernier. Donc, ce qui a découlé de ça, c'est qu'on va apporter dans les budgets un projet d'amélioration. On regarde
carrefour giratoire à l'endroit. Mais ça va dans les... Il blink, ouais, ça blink. C'est certain qu'ensuite, comme la liste des projets qu'il y a à faire dans les prochaines années, ce sera à débattre avec l'administration, puis le conseil, puis les finances. OK. Mais il est là-dedans. Je peux voir qu'il est dans une... En tout cas, dans les priorités, là, c'est vraiment... c'est un sujet récurrent avec les citoyens, surtout dans cette région-là. L'autre projet ou l'autre demande que j'avais déjà fait, puis on avait eu aussi des plaintes des citoyens, c'est sur la rue Amiro, à l'intersection, ben c'est pas une intersection, au virage à gauche sur la rue Vanier, où il y a deux lanes, là, puis le trafic veut pas, c'est juste 50, mais les gens vont très rapidement. Puis il y a eu beaucoup d'échappées belles là, sur cette intersection-là. Je sais qu'on avait parlé d'un projet d'amélioration là, à un moment donné. J'ai pas rien vu là, de peut-être juste peinturer les lignes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient de ce coin-là? Le projet d'amélioration qui est en tête, c'est peut-être il va y avoir des nouvelles affiches, mais ça, c'est en direction sud. OK. De ce que moi j'ai entendu le plus souvent, c'est le virage à gauche vers la Vanier là, qui est problématique. Oui. Puis des fois, il y a des gens qui vont utiliser la voie-là, puis ils vont couper devant les gens qui s'en vont directement vers le sud. Donc, on va modifier les affiches. Donc, c'est supposé être au standard de l'Association de transport canadien, le TAC. OK. Donc, je pense que ça se fait prochainement. Okay. Donc, les outils ou l'équipement aurait été commandé, donc ça devrait se faire installer prochainement. En même temps qu'on avait approuvé les projets-là, on a demandé à l'entrepreneur, de même que celui-là, d'installer des lumières clignotantes aussi à l'intersection Pascal-Charlesville. Je sais qu'il y a déjà eu des commentaires avant. Donc, même si on considère un carrefour giratoire dans quelques années, d'ici là, il faudra avoir un plan pour essayer d'améliorer la sécurité. D'avoir quelque chose avant, là, oui. OK, parfait, merci. Si tu as des nouvelles, tu peux m'en faire part. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors, moi, ce soir, je vais reculer au 15 août dernier, auquel, à Dieppe, cette année, on a eu une foule record de participation. On a vraiment célébré la fierté acadienne dans notre ville. Alors, moi, je veux juste lever mon chapeau et de féliciter tout le monde qui a participé, autant aussi à nos employés qui ont participé à la préparation de toute le système de toilettes, de clôture, de kiosques, etc., de nourriture, bien sûr, avec tout ça. Mais ça a été une fierté vraiment présente cette année à Dieppe. Alors, c'est ça que je voulais amener ce soir. Et pour notre deuxième spectacle qu'on appelle le YQM, je sais que j'ai reçu beaucoup de plaintes, beaucoup de frustration de la part des gens de la rue Gould, spécialement. On n'a pas tout réglé les problèmes, bien sûr, mais je peux vous assurer que ça va revenir sur la table lorsqu'on va négocier de nouveau avec le promoteur. Il y a des choses qui nous restent aussi à la ville à discuter entre nous, de quelle façon qu'on va s'y prendre peut-être l'année prochaine. Il y a eu une question de sécurité aussi sur la rue Gould, des gens qui ont vu toutes sortes de choses qui s'est produites, mais aux gens spécialement qui ont fait des plaintes, on ne va pas vous laisser dans le beurre. On va certainement travailler à voir de quelle manière qu'on peut améliorer la situation. Alors, bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Merci, Mme Genet. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai seulement un sujet ce soir, c'est concernant le conseil d'administration que je siège dessus avec le Théâtre Capitole. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle. Kim Rayworth a annoncé son départ à la fin de la saison 2025-2026. Donc, Kim a contribué pendant les dernières 10 années et plus, parce que même avant ça, elle était impliquée au conseil d'administration. Elle a contribué d'une façon immense à cette organisation. Donc, c'est sûr que le conseil d'administration a à cœur pour les employés de faire une transition qui sera
successful. Donc, on va garder à ce que tout se passe bien dans la prochaine année. On va entamer une bonne recherche pour qui va remplacer Kim à la fin de la saison. On lui souhaite une bonne retraite après. Merci, Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Rien pour moi ce soir. Merci. Moi, de mon côté, je veux rappeler à tout le monde que l'école est reprise, puis les jeunes se promènent beaucoup dans nos rues, dans nos trottoirs. Puis je demande à tout le monde de faire une attention particulière avec toute la question de circulation dans notre communauté. Ce sujet-là revient, circulation, presque à toutes les réunions du conseil. Alors, on sait que comme municipalité qui grandit rapidement, c'est un défi pour nos stars de l'équipe. Alors, on compte sur vous autres. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous et à une prochaine réunion.